À mesure que l'année 1851 avançait vers 1852, Solomon commença à vivre ce qu'il appelait en secret son éducation en chimie avancée. La bibliothèque médicale du docteur Hathraway contenait de nombreux ouvrages sur les composés pharmaceutiques, incluant des descriptions détaillées de substances capables de provoquer la paralysie, l'inconscience ou l'apparence de la mort tout en laissant l'esprit parfaitement conscient. Ces livres, rédigés à des fins médicales légitimes, devinrent pour Solomon des manuels dans un cursus de vengeance. La découverte la plus importante fut un traité sur les toxines végétales sud-américaines, décrivant un composé issu d'une liane de l'Amazonie, mais qui avait été cultivé avec succès dans la serre d'un botaniste de Charleston, fournisseur de spécimens exotiques pour les collectionneurs fortunés. Ce poison particulier, correctement préparé, pouvait induire un état de paralysie musculaire totale tout en maintenant la conscience et la sensibilité à la douleur intacte. La victime semblait morte à l'observation superficielle, mais restait pleinement consciente de son environnement pendant plusieurs heures, avant que les effets fatals ne surviennent. Solomon passa des mois à apprendre à identifier et à cultiver la plante, finissant par trouver des spécimens dans la serre de l'ami du docteur Hathraway, le professeur Nathaniel Crenshaw, enseignant les sciences naturelles au College of Charleston. Crenshaw, ignorant l'intérêt véritable de Solomon pour la botanique, était ravi de rencontrer quelqu'un partageant sa passion pour les espèces exotiques et l'autorisa à l'aider à entretenir sa collection. Par une expérimentation minutieuse sur des souris de laboratoire, Solomon détermina le dosage exact pour obtenir les effets souhaités. Trop faible, la dose ne causait qu'une faiblesse temporaire. Trop forte, elle entraînait une mort immédiate. Mais la juste mesure créait un état indiscernable de la mort pour quiconque n'avait pas une expertise médicale avancée, tout en préservant la conscience de la victime assez longtemps pour qu'elle vive l'horreur d'être enterrée vivante. La préparation psychologique à ce qu'il projetait exigeait sans doute encore plus de discipline que la maîtrise de la chimie elle-même. Solomon devait conserver son attitude douce et serviable, tout en s'entraînant intérieurement à contempler la souffrance d'homme de manière contraire à tout ce que représentait sa vocation de guérisseur. Il justifiait cette transformation en relisant régulièrement dans son journal les noms de ses enfants, se souvenant de leur sort et de l'indifférence cruelle de ceux qui avaient profité de leur vente. À l'approche de l'hiver 1852, Solomon avait identifié sa première cible, le colonel Reginald Fitzpatrick, riche planteur de riz qui non seulement avait assisté à la vente où sa famille fut dispersée, mais avait aussi plaisanté bruyamment sur le potentiel reproductif des enfants mis aux enchères. Fitzpatrick souffrait de gouttes chroniques et se rendait chaque mois au cabinet du docteur Hathraway pour obtenir des traitements qui soulageaient temporairement ses douleurs. Ses visites régulières, sa confiance en Solomon et son habitude de venir seul faisaient de lui une première victime idéale pour la campagne de vengeance soigneusement planifiée. Mais Solomon s'imposa d'attendre, conscient que patience et précision seraient essentielles pour éviter toute suspicion et garantir que les 9 hommes recevraient la justice qu'ils méritaient. Dans son journal, il rédigeait des profils détaillés de chaque cible, leurs maladies, leurs habitudes de traitement, et surtout leur implication dans la traite qui avait brisé sa famille. Ces entrées ressemblaient à des notes de cas médicaux, mais elles décrivaient un plan de traitement d'une toute autre nature. Non pas destiné à guérir, mais à s'assurer que 9 hommes connaissent la même terreur impuissante que ces enfants, arrachés à tout ce qu'ils avaient jamais connu. La transformation de Solomon Fairfax, de guérisseur en tueur méthodique, commença par une préparation méticuleuse qui s'étendit sur toute l'année 1852. Chaque détail devait être parfait, chaque imprévu anticipé, chaque variable contrôlée. Les hommes qu'il visait n'étaient pas des inconnus, mais des piliers de la société charlestonienne. Leur mort serait scrutée par les médecins les plus réputés de la ville et examinée par les autorités sous forte pression pour fournir des explications. Le premier pas de Solomon fut de s'établir comme un élément indispensable du cabinet du docteur Hathraway. Il commença à arriver plus tôt chaque matin pour préparer le bureau, à rester plus tard chaque soir pour organiser les fournitures médicales, et montra une telle assiduité que le docteur dépendait de plus en plus de son jugement. Cette confiance grandissante serait cruciale lorsque Solomon devrait traiter certains patients sans supervision directe. Le développement de son composé paralysant exigea des mois de raffinement. Travaillant dans une petite remise derrière le cabinet, officiellement pour préparer des remèdes à base de plantes, Solomon cultivait la liane toxique et perfectionnait ses méthodes d'extraction. Le processus était dangereux. À plusieurs reprises, il s'exposa accidentellement à de petites doses du poison, subissant un engourdissement temporaire qui lui donna un aperçu terrifiant de ce que ses victimes endureraient dans leurs dernières heures. Finalement, il obtint un liquide incolore et inodore, facile à mélanger à d'autres médicaments sans éveiller de soupçons. Administré au bon dosage, il agissait en 30 minutes, faiblesse et désorientation,
attribué sans doute à la maladie du patient. Au bout d'une heure, une paralysie complète s'installait, mais la conscience demeurait. La respiration et le pouls devenaient si imperceptibles qu'aucun médecin des années 1850, sans instruments modernes, n'aurait douté d'une mort paisible par cause naturelle. Le choix de Fitzpatrick comme première victime était à la fois stratégique et personnel. Ses rendez-vous mensuels offraient une régularité parfaite, et son arrogance le rendait particulièrement méprisable. De plus, il vivait seul, entouré seulement d'esclaves terrifiés, ce qui rendait improbable toute insistance pour un examen approfondi de son corps après son décès. Son dossier médical offrait une couverture idéale. En plus de sa goutte, Fitzpatrick souffrait d'un cœur faible que le docteur surveillait depuis plusieurs années. Sa mort subite aurait été immédiatement attribuée à une crise cardiaque, sans enquête ni autopsie. Le 15 décembre 1852, Fitzpatrick arriva pour son rendez-vous mensuel, se plaignant de douleurs aggravées. Le docteur Hathaway étant occupé avec un autre patient, il demanda à Solomon de préparer le traitement habituel et de commencer la consultation. Cette délégation de routine offrait à Solomon exactement l'opportunité qu'il attendait. Il ajouta avec précision quelques gouttes du poison à la préparation. Ses années de pratique médicale lui avaient appris à garder des mains stables et un visage impassible même dans les situations les plus tendues, des compétences qui lui permirent de franchir la ligne de guérisseur à tueur. Fitzpatrick, habitué à recevoir ces traitements de Solomon, avala le médicament sans méfiance. La conversation qui suivit resta gravée à jamais dans la mémoire de Solomon. Alors que le poison commençait à agir et que Fitzpatrick faiblissait, Solomon s'assit à côté de lui et parla d'une voix douce, comme il avait toujours fait avec ses patients. « Colonel Fitzpatrick, dit-il calmement, je veux que vous sachiez que je m'appelle Solomon Fairfax, et vous avez détruit ma famille lors de la vente aux enchères du 14 mars 1851. Vous avez ri quand mes enfants ont été vendus. Vous avez plaisanté sur leur valeur comme bétail de reproduction. Vous souvenez-vous de ce jour? » Les yeux de Fitzpatrick, déjà voilés par la paralysie progressive, laissèrent paraître un éclat de reconnaissance puis une horreur grandissante lorsqu'il comprit ce qui se passait. Il tenta de parler, d'appeler à l'aide, mais sa voix avait disparu, tout comme sa capacité à bouger. Solomon poursuivit d'un ton calme et professionnel. « Vous ne mourrez pas encore, colonel. Le remède que je vous ai administré a paralysé chaque muscle de votre corps, mais votre esprit reste parfaitement lucide. Vous entendez chaque mot que je dis. Vous ressentez chaque sensation. Dans environ 1 heure, le docteur Hathaway vous examinera et vous déclarera mort d'une crise cardiaque. Votre corps sera préparé pour l'enterrement, et demain soir, vous serez placé dans votre cercueil et enseveli au cimetière de Saint-Michael. » Solomon se pencha davantage pour que le colonel distingue clairement son visage. « Mais vous ne mourrez réellement que plusieurs heures après votre inhumation. Vous resterez pleinement conscient tandis que la terre tombera sur votre cercueil. Vous entendrez chaque bruit, vous sentirez chaque sensation et vous aurez tout le temps nécessaire pour réfléchir à ce que vous avez fait à mes enfants. C'est alors que vous comprendrez ce que signifie véritablement la terreur. » La paralysie était désormais totale. Fitzpatrick ressemblait à un cadavre, mais Solomon percevait encore dans ses yeux cette conscience désespérée, ce combat frénétique pour communiquer ou s'échapper de ce corps prisonnier. Avec un professionnalisme méticuleux, Solomon vérifia le pouls et la respiration du colonel. Ils étaient si faibles qu'aucun instrument du XVIe siècle n'aurait pu les détecter. Lorsque le docteur Hathaway entra 5 minutes plus tard dans la salle de traitement, il trouva Solomon debout avec respect près de ce qui paraissait être le corps du colonel, affichant une expression convenable de tristesse. « J'ai bien peur que le colonel se soit éteint, docteur, » annonça doucement Solomon. Son cœur a lâché alors que je préparais son traitement. Il est parti très paisiblement. L'examen du docteur Hathaway confirma le diagnostic de Solomon. Le colonel ne montrait aucun signe de vie, et son problème cardiaque connu rendait la cause du décès évidente. Moins d'1 heure plus tard, le corps fut ramené au manoir Fitzpatrick, où l'on organisa des funérailles dignes d'un des plus éminents citoyens de Charleston. Solomon assista à la cérémonie, se tenant respectueusement dans la section réservée aux esclaves, tandis que le cercueil du colonel était descendu en terre. Quand les premières pelletées frappèrent le bois, il se demanda si Fitzpatrick était encore conscient, encore lucide face à ce qui lui arrivait. Cette pensée ne lui apporta aucune satisfaction, seulement le froid sentiment que justice avait enfin été rendue. Ce soir-là, Solomon consigna une 2e entrée dans son journal. Le colonel Fitzpatrick a payé pour ses crimes. Il en reste 8. La justice est patiente,
mais elle est aussi inévitable. Les mois qui suivirent l'enterrement passèrent avec une lenteur agonisante, Solomon attendant de voir si sa méthode avait suscité des soupçons. Dans les cercles sociaux de Charleston, on se borna aux condoléances et aux hommages attendus pour rappeler les contributions du colonel à la communauté. Personne ne remit en cause les circonstances de sa mort. Le docteur Hathraway cita même le cas auprès de collègues comme exemple de la rapidité avec laquelle une crise cardiaque pouvait frapper un individu apparemment en bonne santé. La réputation de Solomon comme assistant médical compétent et attentionné resta intacte. Le succès de cette première vengeance lui donna la confiance nécessaire pour envisager la suite de son plan. Mais il dut aussi affronter le choc psychologique de ses actes. Malgré des années de préparation minutieuse et la certitude de la justesse de sa cause, voir un homme mourir dans la terreur l'avait affecté plus qu'il ne l'avait anticipé. Pendant des semaines, il fut incapable de dormir, non pas par culpabilité, mais parce que son imagination recréait sans cesse ce que Fitzpatrick avait dû vivre dans ses dernières heures, enseveli vivant. Le choix de sa deuxième victime exigea donc une réflexion approfondie. Solomon devait éviter de créer un schéma qui pourrait attirer l'attention, ce qui signifiait varier les intervalles entre les décès et les causes apparentes. Ses recherches lui désignèrent le juge Marcus Calverton comme cible idéale. Non seulement il avait assisté à la vente de la famille de Solomon, mais il avait aussi fourni une justification juridique à la séparation des familles esclaves, arguant devant les tribunaux que de telles pratiques étaient essentielles au maintien de l'ordre et à l'efficacité économique. Le juge Calverton souffrait de migraines sévères, de plus en plus fréquentes au cours des 2 dernières années, l'obligeant à consulter le docteur Hathraway régulièrement. Cette condition offrait à Solomon une opportunité et une couverture parfaite. On savait que les migraines pouvaient parfois entraîner des AVC fatales, et l'âge avancé du juge rendait une telle issue plausible. Mais avant que Solomon ne puisse mettre son plan à exécution, une complication inattendue menaça de ruiner toute sa campagne de vengeance. En mars 1853, le docteur Hathraway annonça qu'il envisageait de prendre un associé, un jeune médecin, le docteur Timothy Henderson, récemment formé à Philadelphie et désireux de s'établir à Charleston. L'arrivée de Henderson signifiait une surveillance accrue des activités de Solomon, plus de témoins de ses interactions avec les patients, et davantage de difficultés à administrer son poison sans être découvert. Pire encore, Henderson avait été formé par des médecins familiers des avancées récentes en médecine légale, incluant des techniques de détection de substances inhabituelles chez les défunts. Solomon comprit qu'il devait accélérer considérablement son calendrier. Plutôt qu'un plan étalé sur plusieurs années, il devrait achever sa mission en quelques mois, avant que la présence du jeune médecin ne rende ses opérations impossibles. Cette compression du temps l'obligerait à prendre davantage de risques et à accepter des conditions imparfaites pour certains de ses meurtres. Cette pression fut à l'origine de sa première erreur sérieuse. En préparant le traitement du juge Calverton en avril 1853, Solomon utilisa accidentellement une dose légèrement trop élevée de son composé paralysant. La mort apparente du juge survint plus rapidement que prévu, et l'intensité de la paralysie fut si totale que même le docteur Hathraway remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'état du corps. « Étrange », murmura le docteur Hathraway en examinant le cadavre du juge Calverton. La rigidité musculaire semble plus prononcée que chez les victimes habituelles d'AVC. Et regardez ses yeux. Il y a dans leur expression quelque chose de presque désespéré. Le cœur de Solomon s'emballa tandis qu'il observait le docteur mener un examen beaucoup plus approfondi que celui qu'il avait pratiqué sur le colonel Fitzpatrick. Pendant plusieurs minutes terrifiantes, Solomon craignit que tout son plan ne soit découvert. Mais la formation médicale du docteur Hathraway, bien que rigoureuse pour son époque, ne comportait pas les connaissances spécifiques nécessaires pour reconnaître les effets de la toxine exotique de Solomon. Au terme de 15 minutes d'examen, le médecin conclut que les symptômes inhabituels n'étaient que le résultat d'un AVC particulièrement sévère. Le pauvre homme a dû terriblement souffrir dans ces derniers instants, observa le docteur, décrivant sans le savoir exactement ce que le juge Calverton vivait encore à ce moment-là, paralysé mais conscient, tandis que son corps était préparé pour l'inhumation. Les funérailles du juge Calverton attirèrent encore plus de notables que celles du colonel Fitzpatrick, ce qui convenait à un homme ayant servi la communauté juridique de Charleston pendant plus de 30 ans. Depuis la section réservée aux esclaves, Solomon regarda le cercueil du juge descendre dans le cimetière de Saint-Michael, à seulement 3 rangées de la tombe du colonel Fitzpatrick. Alors que la cérémonie s'achevait, Solomon remarqua quelque chose qui glaça son sang. Un jeune homme se tenant à l'arrière de la foule, prenant soigneusement des notes dans un petit carnet de cuir. Ce scribe était Thomas Grimby, journaliste au Charleston Mercury, qui avait entrepris d'enquêter sur ce qu'il appelait en privé le « phénomène des décès notables »,
Une série de morts soudaines parmi l'élite de la ville, paraissant médicalement explicables individuellement, mais statistiquement suspectes dans leur ensemble. L'entrée du journal de Solomon ce soir-là reflétait sa conscience croissante que le temps lui était compté. Le juge Calverton a rejoint le colonel Fitzpatrick pour connaître la véritable justice. Mais je crains que certains ne commencent à remarquer des schémas qui pourraient menacer l'accomplissement de ma mission. Je dois agir plus vite, même si cela signifie accepter des risques accrus. L'accélération du calendrier de Solomon signifiait que sa troisième victime devrait être éliminée en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. Il choisit le capitaine William Dandridge, armateur qui avait transporté des esclaves de Charleston vers les marchés du Sud et avait personnellement supervisé le chargement de sa cargaison humaine, avec la même minutie qu'il réservait à ses expéditions de coton. Le capitaine Dandridge représentait un défi particulier. Contrairement aux victimes précédentes qui fréquentaient régulièrement le cabinet du docteur Atraway pour des affections chroniques, Dandridge jouissait d'une santé robuste et ne consultait que pour de petites blessures liées à ses activités maritimes. Solomon devrait créer une opportunité plutôt que d'attendre qu'elle se présente d'elle-même. La solution lui vint par son réseau de contacts au sein de la communauté esclave de Charleston. Les esclaves de cuisine travaillant dans les grandes demeures le long de batteries recueillaient souvent des informations sur les activités de leurs maîtres et les partageaient avec d'autres esclaves. Par ces réseaux informels de renseignement, Solomon apprit que le capitaine Dandridge prévoyait d'organiser un dîner pour les grands noms de la navigation de Charleston, fixé au 20 mai 1853. Ce dîner offrirait à Solomon l'occasion parfaite d'éliminer sa troisième cible tout en récoltant des informations sur de potentielles futures victimes. Pour ce type d'événement, il était fréquent que le personnel de cuisine soit emprunté à d'autres maisons, et Solomon avait tissé des amitiés avec plusieurs esclaves travaillant dans la préparation des repas. Avec un plan soigneusement orchestré, il pourrait se faire attribuer une place parmi les domestiques servant le dîner, ce qui lui donnerait un accès direct au capitaine Dandridge et à ses invités. Mais alors même que Solomon peaufinait son plan pour ce dîner, Thomas Grimby menait de son côté sa propre enquête sur la récente série de décès parmi les notables de Charleston. Le journaliste avait commencé à se rendre régulièrement au cimetière de Saint-Michael, notant l'emplacement des récentes inhumations et documentant les antécédents médicaux des défunts. Ce qu'il découvrit allait bientôt menacer tout ce que Solomon avait accompli. Alors que nous pensions avoir tout vu, l'horreur à Charleston s'intensifie. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer d'histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite. La soirée du 20 mai 1853 marqua le début de la fin de la campagne méthodique de vengeance de Solomon Fairfax. Le dîner organisé dans le manoir du capitaine Dandridge, sur East Bay Street, réunit 12 des plus influents marchands maritimes de Charleston, offrant à Solomon une occasion sans précédent d'étudier de multiples cibles potentielles tout en éliminant sa proie principale. Solomon avait arrangé sa participation par l'intermédiaire de Martha, une vieille esclave qui supervisait les cuisines lors des plus grands événements sociaux de la ville. Martha, ignorante des véritables intentions de Solomon, se montra reconnaissante de son offre d'aide pour servir ce repas élaboré, plusieurs de ses assistants réguliers étant tombés malades à cause d'une fièvre qui se propageait dans les quartiers d'esclaves du French Quarter. La salle à manger du capitaine resplendissait de cristal et d'argenterie, tandis que l'élite maritime de Charleston se rassemblait pour discuter de l'expansion des routes commerciales et de la rentabilité croissante du transport de cargaisons humaines. Solomon se déplaçait dans la pièce avec une invisibilité étudiée, remplissant les verres et desservant les assiettes tout en écoutant des conversations révélant la brutalité banale qui sous-tendait la prospérité économique de Charleston. Le capitaine Dandridge, un homme robuste du début de la cinquantaine aux cheveux grisonnants et aux mains marquées par des décennies passées en mer, régnait en maître au bout de la table, régalant ses invités d'histoires de voyages lucratifs et de stratégies pour maximiser la valeur des cargaisons d'esclaves. Sa connaissance détaillée des techniques de prévention des rébellions durant le transport et des méthodes permettant de maintenir les captifs en vie pendant de longs voyages le rendait particulièrement méprisable aux yeux de Solomon. Au fil de la soirée, Solomon identifia plusieurs autres hommes dont l'implication dans la traite négrière en faisait des cibles futures. Les conversations qu'il surprit révélaient un réseau de complicité s'étendant bien au-delà des négociants individuels ayant participé à la vente de sa famille. Ces hommes parlaient d'êtres humains avec le même détachement qu'ils accordaient au prix du coton ou aux horaires des expéditions, considérant la destruction des familles comme un coût acceptable des affaires. L'occasion se présenta lors du service du dernier plat, un dessert élaboré qui nécessitait une préparation individuelle pour chaque invité. Dans la cuisine du capitaine Dandridge,
Solomon ajouta soigneusement son composé paralysant à la portion de gâteau imbibée de brandy destinée au capitaine, utilisant une méthode qu'il avait perfectionnée au fil de mois d'expérimentation. La toxine, absorbée par l'alcool du dessert, masquait tout goût suspect et garantissait une absorption rapide par l'organisme. Le capitaine Dandridge dégusta son dessert avec un plaisir évident, complimentant Martha pour sa préparation exceptionnelle et demandant la recette pour sa propre cuisinière. En moins de 30 minutes, il ressentit les premiers effets du composé de Solomon, un léger étourdissement qu'il attribua au vin de la soirée et à la chaleur de la salle bondée. Alors que la paralysie progressait, le capitaine quitta la table sous prétexte d'avoir besoin d'air frais pour se remettre les idées en place. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, Solomon observa le capitaine gagner son bureau privé, où il s'effondra dans son fauteuil de cuir favori, juste au moment où la toxine produisait son effet total. La découverte de la mort du capitaine Dandridge 20 minutes plus tard provoqua exactement le genre de scène que Solomon avait espéré éviter. Au lieu de mourir discrètement dans l'intimité du cabinet du docteur Hathaway, le capitaine avait expiré devant 12 témoins qui exigèrent aussitôt des explications. Le docteur Samuel Pettigrew, l'un des convives, examina le corps sous le regard inquiet des autres invités. « C'est très étrange », annonça-t-il après son premier examen. Le capitaine Dandridge semble avoir subi une sorte de crise, mais il n'y a aucun symptôme évident d'apoplexie ou d'insuffisance cardiaque. La rigidité musculaire est assez marquée, presque comme s'il avait été empoisonné. Le mot « empoisonné » jeta un froid parmi les invités et suscita précisément l'attention que Solomon cherchait à éviter. En moins d'une heure, 2 autres médecins furent appelés pour examiner le corps du capitaine, et dès le matin, la nouvelle de cette mort suspecte s'était répandue dans les cercles sociaux de Charleston. Thomas Grimby, le journaliste qui suivait la série de décès parmi les notables, arriva au manoir du capitaine avant l'aube, interrogeant domestiques et invités alors que les détails de la soirée étaient encore frais dans leur mémoire. Son enquête révéla que Solomon avait assisté au dîner, marquant la première fois qu'un individu pouvait être lié à plusieurs décès récents de l'élite de Charleston. Le filet se refermait sur Solomon, mais sa mission restait inachevée. 6 de ses victimes désignées étaient encore en vie, et la tension grandissante rendait improbable la possibilité de les éliminer par ses méthodes habituelles. La désespoir, combiné à la conscience que son temps était compté, poussa Solomon à prendre la décision la plus dangereuse de toute sa campagne, tenter de tuer plusieurs cibles simultanément, par une méthode qui garantirait une terreur maximale, même si cela devait l'exposer à une capture presque certaine. Les recherches de Solomon lui avaient appris qu'une réunion privée était prévue pour le 15 juin 1853, au cours de laquelle 6 des plus grands négociants d'esclaves de Charleston devaient se retrouver dans les bureaux de Henderson and Associates pour finaliser des contrats d'expansion majeurs de leurs activités. La réunion aurait lieu en soirée, après les heures de bureau, offrant à Solomon l'occasion de piéger les 6 hommes dans un espace clos. Le plan qu'il élabora était à la fois ingénieux et terrifiant dans sa simplicité. Pendant 2 semaines, la nuit, Solomon utilisa son accès aux fournitures médicales pour préparer une grande quantité de son composé paralysant sous une forme hautement concentrée. Au lieu de l'administrer individuellement à chaque victime, il projetait de l'introduire dans le système d'éclairage au gaz du bâtiment, afin de diffuser le poison par l'air dans tout le bureau. Le bâtiment de Henderson and Associates utilisait un système central de distribution de gaz alimentant les lampes de l'ensemble de la structure. En injectant sa toxine concentrée dans la conduite principale, Solomon pouvait s'assurer que tous les occupants seraient exposés à une dose létale du composé en quelques minutes, dès l'allumage des lampes pour la réunion du soir. Le 15 juin au soir, Solomon se posta dans la ruelle derrière le bâtiment, attendant l'arrivée des 6 hommes pour leur réunion clandestine. À exactement 20 heures, les fenêtres du bureau s'illuminèrent à la lumière des lampes à gaz, signe que la réunion avait commencé et que le piège de Solomon se mettait en marche. En moins de 30 minutes, le bâtiment sombra dans le silence. Solomon attendit 1 heure supplémentaire afin de s'assurer que la paralysie avait produit son plein effet, puis utilisa une clé dupliquée obtenue grâce à une préparation minutieuse pour entrer par l'arrière. La scène qu'il accueillit dans la salle de conférence était à la fois terrifiante et satisfaisante. 6 hommes étaient assis autour d'une table en acajou, figés dans les positions qu'ils occupaient lorsque la paralysie les avait frappés. Leurs yeux, seule partie du corps encore capable de mouvement, suivaient Solomon dans la pièce, révélant la terreur et la conscience piégées dans leur corps immobilisé. Solomon s'approcha de chacun d'eux tour à tour, s'exprimant avec le même calme professionnel que face à ses précédentes victimes. Il s'identifia et leur expliqua exactement ce qui leur arrivait, décrivant avec une précision clinique comment ils resteraient conscients jusqu'à leur enterrement et les longues heures de suffocation qui suivraient.
L'expression de leurs yeux, panique, incrédulité, tentative désespérée de communiquer, procura à Salomon une satisfaction qu'aucune de ses années de préparation ne l'avait préparé à ressentir. Mais son triomphe fut de courte durée. Alors qu'il se préparait à quitter le bâtiment pour laisser les victimes être découvertes le lendemain matin, il entendit des pas dans le couloir. Quelqu'un d'autre se trouvait dans l'immeuble, une présence qu'aucune de ses surveillances méticuleuses n'avait prévue. La porte s'ouvrit, révélant Thomas Grimby, le journaliste qui enquêtait sur la série de décès suspects. Grimby avait suivi des indices qui pointaient cette réunion comme un élément crucial de son enquête, et il arrivait juste à temps pour surprendre Salomon debout au-dessus de 6 corps apparemment morts. « Alors c'était vrai, » dit Grimby doucement, sa voix mêlant horreur et vindication. « Quelqu'un assassine systématiquement l'élite de Charleston, et c'est toi le responsable. » Salomon comprit que ses plans venaient de s'effondrer. Impossible d'expliquer sa présence ici ni la mort opportune de ces 6 hommes. L'enquête du journaliste avait abouti à la même conclusion que tireraient bientôt les autorités. Un homme doté de connaissances médicales et d'informations précises sur l'emploi du temps des victimes avait mené une campagne méthodique de meurtre. « Ils ont détruit ma famille, » dit simplement Salomon, sans chercher à nier sa responsabilité. « Ils ont vendu mes enfants comme du bétail et laissé ma femme mourir au bord de la route. Ceci est la justice, pas un meurtre. » La réponse de Grimby révéla toute la complexité des dynamiques raciales de Charleston, même face à un crime évident. Comme journaliste, il se devait de révéler la vérité. Comme sudiste, il comprenait les réalités brutales du système esclavagiste qui avait motivé la vengeance de Salomon. Ce conflit intérieur créa une hésitation décisive pour le destin des 2 hommes. « Ces hommes-là, » dit Grimby en désignant les victimes paralysées, « ils sont encore vivants, n'est-ce pas? C'est pour ça que leurs yeux bougent. Tu leur as fait quelque chose qui les fait paraître morts tout en les maintenant conscients. » Salomon hocha la tête. Inutile de nier l'évidence. Ils vivront exactement ce qu'ont ressenti mes enfants, arrachés à tout ce qu'ils connaissaient. Ils auront des heures pour réfléchir à ce qu'ils ont fait, comme ma famille a eu des heures pour contempler son sort durant le trajet vers le marché aux esclaves. La conversation qui suivit fut plus tard retrouvée dans le journal de Grimby, découvert des décennies après, lors de la rénovation de son ancienne demeure. Le journaliste se retrouva déchiré entre son devoir professionnel d'exposer un tueur de masse et sa compréhension humaine des injustices qui avaient créé ce tueur. « Je ne peux pas te laisser continuer, » dit finalement Grimby. « Mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui t'a poussé à agir. » Ces hommes participaient à un système qui traite des êtres humains comme des biens. Ils ont profité de la destruction de familles et de la vente d'enfants. Dans une société juste, ils auraient dû répondre de leurs actes. La réponse de Salomon révéla le cadre philosophique qu'il avait soutenu pendant 4 ans de planification et d'exécution. Dans une société juste, ma famille n'aurait jamais été détruite. Puisque la justice nous a été refusée par les moyens légaux, j'ai créé ma propre justice avec le savoir que leur système m'avait transmis. Le face-à-face entre Salomon et Grimby fut interrompu par le bruit de voix approchant de l'extérieur. D'autres arrivaient pour enquêter sur la réunion, peut-être des participants attendus, peut-être alertés par une activité inhabituelle. Les 2 hommes comprirent que la scène serait découverte d'un instant à l'autre et que le destin de Salomon serait scellé. « Il y a un escalier de service, » dit Grimby à voix basse. « Tu pourrais encore t'échapper. Je pourrais retarder mon rapport de quelques heures, te laisser le temps de rejoindre la campagne. » Mais Salomon avait déjà accepté que sa mission se terminerait par sa capture ou sa mort. 9 hommes étaient responsables de la destruction de sa famille, et il n'en avait éliminé que 6. Les 3 autres vivraient encore pour profiter de leurs crimes, et le système qui les avait produits continuerait inchangé. « Je ne fuis pas, » dit Salomon avec la même sérénité qui avait caractérisé chacun de ses actes. « Qu'ils viennent. Qu'ils découvrent ce que j'ai fait. Peut-être que lorsque cette histoire se répandra, d'autres comprendront que même les esclaves ont des limites à ce qu'ils endureront en silence. » Les voix dehors se rapprochaient, accompagnées du bruit de pas multiples dans l'escalier de façade. Grimby prit une décision qui le hanterait toute sa vie, protéger son histoire plutôt que protéger Salomon. Le journaliste se plaça pour observer et documenter ce qui allait suivre, afin de pouvoir fournir un récit complet de la capture de Salomon et de la découverte de ses victimes. Lorsque les agents de la ville de Charleston firent irruption dans la salle de conférence, ils se retrouvèrent face à une scène inexplicable. 6 citoyens éminents siégeaient, immobiles, autour de la table, apparemment morts,
sans aucun des signes habituels de décès naturel. Debout à côté d'eux, un esclave n'essaya ni de fuir ni de résister, offrant au contraire une confession complète de ses actes et une explication détaillée de ses méthodes. La confession de Solomon, enregistrée par le chef des constables et conservée dans les archives criminelles de Charleston, permit aux autorités de résoudre non seulement les morts multiples de cette soirée, mais aussi les décès mystérieux qui troublaient la communauté médicale depuis près de 2 ans. Le composé paralysant, les méthodes d'administration, le choix des victimes selon leur implication dans la traite négrière, tout fut documenté avec la même précision méthodique qui avait marqué la campagne de vengeance de Solomon. Le procès de Solomon Fairfax devint l'une des affaires judiciaires les plus controversées de l'histoire antébellum de Charleston, non pas en raison d'un doute sur sa culpabilité, mais à cause des questions morales qu'il soulevait sur l'esclavage, la justice et les limites de l'endurance humaine. L'accusation, menée par le procureur Charles Ruthold, présenta l'affaire comme un simple dossier de meurtre, un esclave ayant tué 9 citoyens éminents, qui devaient être exécutés pour maintenir l'ordre social. La défense, désignée par le tribunal et dirigée par l'avocat réticent Benjamin Crawford, dut affronter la tâche presque impossible de défendre un client qui avait confessé plusieurs meurtres, tout en argumentant que ces meurtres étaient la conséquence inévitable de la destruction systématique de sa famille. La stratégie de Crawford ne visait pas à nier la culpabilité de Solomon, mais à exposer les réalités brutales du système esclavagiste qui avait créé les conditions d'une vengeance aussi désespérée. Le procès révéla des détails sur la traite des esclaves à Charleston qui, jusque-là, étaient restés cachés au public. Les témoignages sur les méthodes de séparation des familles, la cruauté banale des enchères et l'absence totale de pouvoir légal des esclaves servirent de miroir dérangeant à une société qui préférait considérer l'esclavage comme une institution bienveillante. Le témoignage détaillé de Solomon, décrivant comment il avait vu sa famille détruite sans pouvoir intervenir, força l'élite de Charleston à affronter les conséquences humaines de leur système économique. La couverture du procès par Thomas Grimby dans le Charleston Mercury créa une véritable sensation dans tout le Sud. Ces articles, qui incluaient de longs extraits du journal de Solomon et des descriptions précises du composé paralysant, furent repris dans des journaux de la Virginie à la Louisiane. L'histoire de l'esclave qui avait transformé son savoir médical en instrument de vengeance devint une source de fascination et de terreur pour les propriétaires d'esclaves dans toute la région. Les aspects médicaux des crimes de Solomon attirèrent particulièrement l'attention de la communauté scientifique. Dr. Hathaway, bouleversé d'apprendre que son assistant de confiance avait utilisé le cabinet comme base de meurtre, témoigna en détail sur les connaissances pharmaceutiques de Solomon et son accès à des substances exotiques. La révélation que des esclaves pouvaient posséder une compréhension sophistiquée de la chimie et de la toxicologie remit en cause les préjugés dominants sur leur capacité intellectuelle et déclencha des débats sur la sagesse d'instruire les personnes réduites en esclavage. Les 6 hommes paralysés dans le bâtiment de Henderson and Associates fournirent les témoignages les plus dramatiques du procès. Tous avaient survécu à leur calvaire, bien que l'horreur de l'expérience variât selon le temps durant lequel chacun était resté conscient après sa mort apparente. Leur récit, couché là, paralysés mais pleinement conscients, entendant leur propre décès prononcé et les préparatifs funéraires discutés, donnèrent une compréhension viscérale de la vengeance de Solomon que de simples arguments juridiques n'auraient pu transmettre. Le colonel Harrison Vance, l'un des survivants, décrivit la torture psychologique qu'il avait subie. « J'entendais tout, je ressentais tout, mais je ne pouvais pas bouger ne serait-ce qu'une paupière. Quand ma femme pleurait sur mon corps, je voulais désespérément la réconforter, lui faire savoir que j'étais encore vivant. Mais j'étais piégé dans mon propre cadavre, totalement impuissant, tandis que les préparatifs de mon enterrement avançaient. Si Solomon Fairfax avait voulu me montrer ce qu'était la terreur, il a réussi au-delà de toute mesure. » La révélation que 3 des victimes précédentes de Solomon, le colonel Fitzpatrick, le juge Calverton et le capitaine Dandridge avaient été enterrées vivantes provoqua une indignation publique qui dépassa largement les frontières de Charleston. Partout dans le Sud, des familles commencèrent à se demander si leurs proches décédés étaient réellement morts naturellement ou avaient pu être victimes d'empoisonnements similaires. La demande d'exhumation et d'autopsie submergea la communauté médicale de Charleston et créa un climat de suspicion qui dura des années. Solomon resta calme et articulé tout au long du procès. Il ne montra aucun remords pour ses actes, exprimant seulement le regret de ne pas avoir pu achever sa mission contre les 9 victimes qu'il visait. Sa déclaration finale devant la cour résuma avec froideur ses motivations. « J'ai été formé pour préserver la vie et soulager la souffrance. Mais lorsque cette société a détruit ma famille tout en appelant cela légal et juste, j'ai appris que le même savoir utilisé pour guérir pouvait aussi servir à rendre la justice. Je ne demande pas de clémence, car aucune clémence n'a été montrée à ma femme et à mes enfants.
Je demande seulement que, quand vous me condamnez, vous vous souveniez que je ne suis pas celui qui a créé le système qui rend une telle vengeance nécessaire. La délibération du jury dura moins d'1 heure. Solomon Fairfax fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort par pendaison, un verdict qui ne surprit personne, étant donné l'ampleur de ses crimes et la nécessité sociale de maintenir l'ordre dans une société esclavagiste. Cependant, la rapidité de la condamnation ne résolut pas les questions morales soulevées par son cas au sujet de l'esclavage, de la justice et de l'humanité des esclaves. Solomon fut exécuté le 15 octobre 1853, devant une foule de plus de 2000 personnes venues assister à la mort du criminel le plus célèbre de Charleston. Ses dernières paroles, prononcées depuis la potence avec la même sérénité qu'il avait montrée durant son procès, furent rapportées par Thomas Grimby et publiées dans la presse du Sud. « Je meurs en sachant que 9 hommes ont ressenti la terreur que mes enfants ont éprouvée quand on les a vendus, arrachés à tout ce qu'ils aimaient. Cette connaissance rend ma mort supportable. Mais ce système qui engendre de tels désespoirs continuera, et d'autres familles souffriront comme la mienne. Quand cela arrivera, souvenez-vous que même l'homme le plus patient a des limites à ce qu'il peut endurer en silence. » Le corps de Solomon fut enterré dans une fosse anonyme hors des limites de la ville de Charleston, conformément aux lois interdisant l'inhumation des criminels exécutés en terre consacrée. Mais son journal, confisqué comme pièce à conviction, ne fut jamais restitué aux autorités après le procès. Grimby, qui avait pu l'examiner, en avait fait de nombreuses copies avant de rendre l'original au greffier. Des années plus tard, en préparant ses mémoires, Grimby décida d'enterrer le journal de Solomon sous le magnolia du cimetière de Saint-Michael, près des tombes des hommes que Solomon avait tués. Dans son récit de 1889, il expliqua ce choix. « Je ne pouvais pas détruire le témoignage d'une vengeance aussi méthodique, mais je ne pouvais pas non plus le laisser inspirer d'autres à agir de la même manière. Peut-être que les générations futures, avec un autre regard sur la justice et l'esclavage, seront mieux préparées à comprendre la terrible nécessité qui poussa Solomon Fairfax à devenir à la fois guérisseur et meurtrier. » La découverte du journal de Solomon en 1923, lors de la rénovation du cimetière, révéla aussi des traces de griffures à l'intérieur de 9 cercueils, confirmant définitivement le récit passé à la légende. Les marques laissées par des ongles tentant désespérément de gratter le bois prouvaient que le récit de Grimby était exact dans les moindres détails. Le gouvernement de Charleston classa immédiatement la découverte comme « matériel historique sensible », et scella tous les dossiers liés à l'affaire. L'explication officielle évoquait des craintes pour la sécurité publique et des tensions raciales potentielles, mais beaucoup pensaient que la véritable motivation était de protéger la réputation des familles éminentes dont les ancêtres avaient participé à la traite des esclaves. L'héritage de la vengeance de Solomon Fairfax s'étendit bien au-delà de Charleston. Dans tout le sud antébellum, les propriétaires d'esclaves devinrent de plus en plus méfiants à l'égard des esclaves instruits, en particulier ceux qui possédaient des connaissances médicales ou un accès à des composés pharmaceutiques. De nouvelles lois furent votées pour restreindre l'accès des esclaves aux livres, à la formation médicale et au savoir scientifique, les autorités ayant compris que l'éducation pouvait transformer les opprimés en adversaires dangereux. L'affaire influença également le développement de la médecine légale aux États-Unis. Le composé paralysant exotique utilisé par Solomon incita les chercheurs à développer des méthodes pour détecter des toxines inhabituelles dans les corps, ce qui mena à des avancées dans les techniques d'autopsie utiles aux enquêtes criminelles futures. Mais peut-être l'impact le plus significatif de cette histoire fut son effet sur le débat national autour de l'esclavage. La révélation que même les esclaves les plus dociles et apparemment loyaux pouvaient nourrir des années de rage accumulée remit en cause les fondements mêmes de l'institution et sa justification morale. Si un homme comme Solomon Fairfax, instruit, compétent et digne de confiance aux yeux de ses maîtres, pouvait planifier et exécuter une vengeance aussi méthodique, que dire des millions d'autres esclaves à travers le Sud? Cette histoire nous montre que même dans les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine, des actes individuels de résistance pouvaient ébranler les fondations de systèmes qui semblaient inébranlables. L'histoire de Solomon Fairfax nous rappelle que la justice différée n'est pas toujours une justice refusée. Parfois, elle prend simplement une forme différente, plus terrible.